Voilà, nous sommes au complet pour cette conférence intitulée 2025, un ciblage renforcé sur la rénovation des passoires énergétiques. Une conférence qui sera animée par Karine Bidard, directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Karine Bidard, c'est à vous. Merci beaucoup Xavier. Donc mesdames et messieurs les élus, chères parisiennes, chers parisiens, chers partenaires, je suis très heureuse de pouvoir ouvrir cette conférence plénière du Forum Habité Durable. Qui est organisée donc par l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, c'est ce qu'on appelle une agence locale énergie-climat, une ALEC, et donc nous avons une mission notamment de service public, donc sur cette question de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est le guichet unique pour les copropriétés à Paris sur la rénovation énergétique, mais aussi au-delà de la rénovation sur des enjeux environnementaux, maintenant sur les questions de végétalisation, développement des énergies renouvelables, des déchets d'ailleurs aussi. Et l'adaptation au changement climatique qui est évidemment un sujet absolument essentiel. Une équipe de 55 personnes qui participe à l'atteinte des objectifs du plan climat et qui est très territorialisée. Et je pense que pour la rénovation énergétique des bâtiments, c'est important parce qu'on voit bien que l'effet de démonstration de ce qui fonctionne chez les voisins est très incitatif pour engager de nouveaux projets. C'est aujourd'hui donc également une plateforme qui s'appelle Coach CoPro, qui est la porte d'entrée, on va dire, vers les projets de rénovation énergétique. C'est un centre de ressources formidable pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, que ce soit le grand public, les professionnels. Et c'est aussi une plateforme de mise en relation vers un réseau de 800 professionnels qui font la rénovation énergétique au quotidien. 50 d'entre eux sont là aujourd'hui, donc allez les rencontrer, ils ont des stands et vous verrez qu'ils ont beaucoup de compétences à vous apporter pour des projets qui peuvent être perçus comme parfois complexes. Mais vous êtes guidés pas à pas dans les projets. Coach CoPro, c'est une plateforme qui est utilisée par 28 grandes villes et métropoles partout en France, donc qui est pour l'accompagnement des projets de rénovation des copropriétés. Et donc, l'Agence parisienne du climat informe, sensibilise et accompagne les Parisiennes et les Parisiens sur ces projets, que ce soit sur les questions par exemple, de performance thermique ou encore de maîtrise de l'énergie, sur les aides financières disponibles et la méthodologie qui est possible pour les projets. C'est la porte d'entrée également pour bénéficier des aides comme le dispositif de la ville de Paris Éco-Rénovons Paris Plus, dont on aura l'occasion de parler plus en détail et qui crée aussi cette opportunité de lancer maintenant des projets de rénovation énergétique. Et depuis 2022, on constate une croissance extrêmement forte justement du nombre de projets, avec 4 fois plus de projets qui sont enregistrés sur la plateforme Coach CoPro en 2024 qu'en 2022, et des diagnostics techniques globaux qui montrent aussi vraiment cet engagement dans au moins une manifestation d'intérêt, mais qui est aussi de la première étape vers des projets de rénovation énergétique. Un logement sur 2 est enregistré sur la plateforme Coach CoPro. Donc on a vraiment une porte d'entrée, un dialogue vers ces copropriétés, vers vous, qui nous permet de vous accompagner et de faire l'entrée vers toute cette chaîne d'acteurs. Au sein de la dynamique de rénovation, on a quand même le constat qui est partagé sur le fait que on a pas mal rénové des bâtiments des 30 Glorieuses, plutôt des constructions plus récentes, et assez peu du bâti ancien. Ça commence et on commence à avoir de très belles réalisations, mais il y a un vrai enjeu pour la rénovation des passoires thermiques et c'est la raison pour laquelle on a souhaité non seulement organiser une conférence, mais également partager avec vous le fait que ça va être une priorité pour nous de cibler spécifiquement ces passoires thermiques, ces passoires énergétiques dans l'année qui vient et les années à venir. Voilà, je voudrais passer maintenant la parole à nos différents intervenants. Donc, tout d'abord, je voudrais proposer à Dan Lair de prendre la parole. On a beaucoup parlé de la rénovation énergétique pour décarboner et réduire les consommations énergétiques des bâtiments, mais on voit de plus en plus que cette entrée, elle permet aussi d'aborder de nouveaux sujets de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Merci beaucoup, Karine. Je vais essayer de répondre de manière assez synthétique à cette question. Déjà, le programme de rénovation énergétique des logements parisiens, que ce soit dans le parc social de la ville ou que ce soit dans le parc résidentiel privé, c'est vraiment un programme très structurant du nouveau plan climat de la ville de Paris pour l'atteinte de nos objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Avec la division par 2 des consommations d'énergie attendues à cette même échéance.
Et donc, ce programme qui est et je voudrais remercier tes équipes, Fatoumata, et les équipes aussi de Karine, évidemment, le travail de l'APC qui est mené en profondeur sur le parc résidentiel privé pour la rénovation. Tous les projets de rénovation énergétique des copropriétés parisiennes est vraiment très indispensable, hyper structurant de l'action de lutte contre le changement climatique de la ville de Paris. Donc effectivement, premier objectif, la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers ces programmes de rénovation énergétique des immeubles d'habitation. Et les efforts qu'on a fait depuis 20 ans ont déjà permis de réduire d'1 tiers les émissions de GES du bâti, des émissions de gaz à effet de serre, du bâti parisien. Il faut évidemment accélérer compte tenu des prévisions climatiques et de nos objectifs inscrits désormais au nouveau plan climat de la ville 2024-2030. Deuxième aspect, peut-être deuxième objectif qu'on poursuit à travers ce programme, on va bientôt connaître sur le territoire parisien des températures de 50 degrés d'ici le milieu du siècle. Donc on est vraiment engagé dans une course contre la montre pour protéger les Parisiens et pour protéger l'habitabilité des logements parisiens. Et on sait que, par exemple, dans les logements des derniers étages, les habitants sont très exposés aux canicules qui vont être de plus en plus intenses dans les prochaines années. Donc, à travers ce programme, il est question aussi d'habitabilité de notre ville dans les prochaines décennies. Et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une des réponses pour moins exposer, ou en tout cas réduire l'exposition des Parisiens à ces canicules extrêmes. Et troisième message, et je m'en arrêterai là, évidemment, qui dit rénovation énergétique dit lutte contre la précarité énergétique. Il y a beaucoup de nos concitoyens, d'habitants parisiens, qui ont des difficultés en fin de mois, notamment pour payer les factures d'énergie. Et ces factures d'énergie, elles ont lieu aujourd'hui en hiver, mais demain peut-être en été, avec l'augmentation des besoins de rafraîchissement aussi de ces logements. Et la rénovation énergétique, évidemment, elle impacte ces sujets-là, elle embarque ces sujets-là. Et donc ce sont trois, au-delà des questions, j'allais dire, d'objectifs climatiques, elles embarquent ces deux autres sujets. Une autre question, donc le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus de la ville de Paris est extrêmement incitatif, c'est un levier puissant pour justement déclencher de nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a fait le succès de ce dispositif ? Alors je vais rendre à César ce qui appartient à César, c'est que déjà le succès de ce programme, il tient à l'expertise et à la grande expertise des équipes de l'Agence parisienne du climat. C'est le succès de l'accompagnement, on le doit beaucoup à tes équipes, Karine, qui accompagnent au quotidien les copropriétés qui sont lancées dans des programmes, dans des projets de rénovation énergétique qui, on le sait, prennent du temps, sont très complexes. Et puis font appel à des expertises multiples, et on a besoin aussi de beaucoup d'ingénierie financière derrière ces projets, notamment pour aller solliciter toutes les aides publiques dont on peut bénéficier quand on se lance dans ce type de projet. Donc la qualité de l'accompagnement de l'APC, c'est vraiment une des clés du succès du programme de rénovation énergétique. Ensuite, on le voit d'ailleurs sur les inscriptions sur le site Coach Copro, puisqu'on a maintenant plus de 14 000 copropriétés qui sont inscrites, donc pratiquement un tiers des copropriétés parisiennes qui sont accompagnées dans leur projet de rénovation énergétique. Donc ce sont des chiffres très, très élevés et qui montrent le succès de ce programme. Et ensuite, peut-être un message sur le fait que les aides de la ville de Paris ciblent des rénovations globales qui sont les plus efficaces en termes d'économie d'énergie. Et on l'a vu récemment avec mon collègue Jacques Baudrier et avec Fatoumata Koné, la présidente de l'Agence parisienne du climat, puisqu'on a eu cette étude de la Pure qui nous a donné les enseignements sur les économies réelles en termes de consommation d'énergie après rénovation sur le parc privé. Là, Jacques avait déjà opéré sur le parc social, et donc on a vu qu'il n'y avait pas d'effet rebond, et que la qualité des rénovations globales, évidemment, amène ces rénovations à être très efficaces en matière d'économie d'énergie. Donc, bien cibler les aides avec un acteur hyper important qui est l'APC, c'est les deux clés du succès de ce programme-là. Merci pour l'équipe qui est là et qui entend. Dan, je suis absolument navrée, j'ai oublié de préciser que vous êtes adjoint à la maire en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie
Voilà, je voulais juste rappeler cela. Maintenant, je voudrais passer la parole à Jacques Baudrier, donc adjoint à la maire en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Alors, Jacques, on assiste depuis 2022 à une explosion de la demande et de l'intérêt donc du public sur la rénovation énergétique et de très nombreux projets qui se lancent. Les chiffres sont assez spectaculaires, comme je le disais tout à l'heure, mais on a surtout rénové donc des copropriétés qui sont construites après-guerre. Or, 62% du parc privé a été construit avant 1915. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés qui sont rencontrées pour justement identifier et cibler spécifiquement les passoires énergétiques? Oui, c'est une excellente question. Je vais d'abord insister sur le positif. Comme avec Dan, on s'est battu beaucoup depuis 2020 pour obtenir un arbitrage qui est quand même le plus important arbitrage de ce mandat. L'engagement de ce programme Éco-Rénovons Paris Plus, c'est le plus gros engagement financier de la ville de Paris qu'a pris la maire de Paris pour le climat. C'est l'implication financière ça va être jusqu'à à terme 200 millions d'euros par an investis par la ville de Paris. Et c'est grâce à ça que ces chiffres de rénovation du parc privé, 5 000 logements cette année par rapport à 2 000 l'an dernier, 9 000 l'an prochain, 15 000 dans 2 ans, bientôt 40 000 comme dans le plan climat qu'a présenté Dan en novembre dernier. Donc on a réussi, ce qui était une gageure, ce qui n'était pas du tout gagné il y a 3 ans, quand on était dans ces mêmes salles, à faire exploser la rénovation du parc privé. Donc c'est quand même une excellente nouvelle qu'il ne faut pas minorer. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle et on va continuer. Les 40 000 par an sont tout à fait atteignables. On ne vous aurait pas dit ça il y a 1 an ou il y a 2 ans. Voilà. Donc c'est quand même une information qu'il faut se dire. De temps en temps, il faut regarder par derrière et se mesurer l'effort accompli, y compris bien sûr par les équipes de l'APC. Ensuite, donc ça c'est l'aspect très positif. L'aspect négatif, et ça c'est aussi l'adjoint au logement qui parle, c'est que on voit bien dans les statistiques, on a analysé les 10 000 logements qui vont être bientôt rénovés et que la part des DPE D et E est ultra majoritaire et qu'on rénove beaucoup plus les E que les G. Parce que les E, comme tu l'as dit, ce sont beaucoup les logements construits dans les copros des années 50, 60, 70 qui coûtent 30, 40 000 euros par logement à rénover, où il y a beaucoup de propriétaires occupants. Et donc, où nos financements et ceux de l'ANA permettent d'apporter au moins 50% de financement. Et donc, c'est cette masse de logements qu'on va rénover, c'est cela. Par contre, les logements d'avant 1914, et qui représentent 62% du parc parisien, pas mineur, eh bien ceux-là, on les rénove un peu, mais beaucoup moins. Et en tout cas, le système d'aide qu'on a pour l'instant, je pense, permettra à terme de rénover peut-être plus de la moitié du parc. Mais il y a une frange de 300 000 ou 400 000 logements, et 300 000 ou 400 000 logements pour un parc privé d'1,1 million, c'est beaucoup. Avec le système d'aide qu'on a actuellement, et malgré l'effort financier énorme de la ville de Paris, eh bien, on n'y arrivera pas. D'une part, parce que ça coûte cher, quand c'est 80, 100 000 euros par logement. Parce que ces logements, quand on les rachète via nos bailleurs sociaux, et on essaye d'en racheter beaucoup, mais on en rachète 2 000 par an, pour arriver à 300 000, ça mettra un peu plus que 20 ans, quoi, vous voyez. Eh bien, ça coûte parfois plus de 100 000 euros par logement. Donc, pour des propriétaires privés, c'est des coûts très élevés. Et avec des financements de 20 000 euros, 20 000 euros de financement sur 40 000, c'est pas pareil que sur 100 000. Donc, on a vraiment ce problème du coût. Et puis le problème que ces logements, c'est souvent dans le cœur de Paris avec un taux de logements vacants de résidence secondaire très important. Donc en gros, dans le système actuel, on ne va pas y arriver à rénover léger, ce qui fait que du fait de l'interdiction de relouer, la loi climat-résilience, elle interdit de relouer les logements que le système d'aide de l'État n'aide pas à rénover. Donc c'est catastrophique et on risque de perdre cette année 20 000 logements à Paris. C'est une catastrophe sociale en termes du logement, au-delà de l'aspect climatique. Donc le sujet, s'il y a une urgence pour le climat, mais aussi et surtout une urgence sociale pour le logement, c'est l'adjoint au logement qui parle, que le système d'aide et la politique de l'État change, qu'il y ait beaucoup plus d'aide financière pour les logements G, que le plafond de financement soit au moins triplé, donc ça change tout. Et il faut aussi que, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de logements vacants de résidence secondaire est un frein énorme à la rénovation, qu'on accède enfin à nos propositions de fiscalité qui découragent les résidences secondaires, parce que rien n'est pire que les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs qui se retrouvent dans des immeubles où il y a une majorité de résidences secondaires, et ça arrive souvent dans le cœur de Paris, qui votent toutes contre le projet de rénovation, et donc les gens sont en fait prisonniers de leurs voisins qui n'habitent pas là, enfin des propriétaires des appartements voisins qui habitent là. Donc voilà, il y a vraiment
l'expérience qu'on a depuis 2 ans, avoir fait exploser la rénovation, il y a toute cette dynamique positive, mais on voit, je dirais, en creux, là, on n'y arrive pas. Et là, il faut vraiment que l'État bouge très, très vite les règles, parce que c'est un drame du point de vue climatique, mais aussi social. Et j'irai dire ça à la ministre du Logement dans 15 jours. Et le plus de personnes qui peuvent pousser en ce sens, mieux ce sera, parce qu'on est devant une problématique assez lourde. Merci, c'est très clair. Daniel Guiraud, donc vous êtes vice-président à la métropole du Grand Paris, en charge de la transition écologique, du développement des réseaux énergétiques et de la qualité de l'air. Depuis le début de la crise énergétique en 2022, les politiques publiques ont été renforcées pour répondre à ces enjeux de la rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les enseignements des dispositifs d'aide de la métropole du Grand Paris, précisément qui ont été mis en place depuis cette période ? Bien entendu, cher Green Bidard, dire que tout d'abord, on peut toujours faire plus et mieux. Mais si je dois faire le bilan des 2 exercices 2022-2023, 3 avec 2024, c'est plutôt intéressant. Peut-être un élément de contexte. D'abord, la métropole, quel est son périmètre? Tout le monde ne connaît pas. Globalement, c'est le territoire correspondant à la ville de Paris, plus les 3 départements de première couronne, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis. 7 millions d'habitants. Et une caractéristique, c'est probablement, en tout cas certainement en France métropolitaine, le territoire le plus riche, tant par sa part dans le produit intérieur brut national que par le revenu moyen des ménages. Et en même temps, c'est probablement aussi le territoire où il y a les disparités sont les plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a des écarts colossaux entre les très riches et les très pauvres, ce qui fait que sur le champ de la rénovation énergétique, de la précarité énergétique, eh bien, on est confronté à une situation d'emblée, on n'imagine pas. D'abord, sur les logements répertoriés F et G, en pourcentage des résidences principales, c'est 20%, ce qui est énorme, c'est-à-dire 1 sur 5. 1 sur 5, c'est beaucoup. Et sur la précarité énergétique, nous sommes au-dessus des moyennes nationales, mais de 5 points. Hein, c'est-à-dire on est à peu près à 17-18%. Et en certains endroits, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, dans certains quartiers de Saint-Denis, de Stein, de Pierrefitte, de Villetaneuse, ça peut doubler, c'est-à-dire ça tangente les 40%. Hein, voilà, donc on est confronté à cette situation et nous on essaye avec modestie et détermination d'apporter notre pierre, notre contribution à l'effort commun. Bien entendu, la loi nous confère un rôle de coordination dans le domaine des agences locales énergie, climat. On a créé un outil avec notre partenaire qui s'appelle Grand Paris Climat. Je dois dire que les ALEC, qui sont pour moi le sel de la terre en matière de rénovation énergétique, doivent être véritablement soutenus. Et si j'ai un message à faire passer, s'il y a ici des représentants du ministère des Finances, par exemple, je suis pas sûr qu'il y en ait, vraiment, s'il y a des endroits où il faut éviter à tout prix de faire des vraies fausses économies, c'est bien là, quoi. Alors, nous, on essaye, donc là, on a un système d'aide au DTG avec une prime de 500 euros, pardon, de 5 000 euros. Et nous avons également une prime de 10 000 euros à la maîtrise d'œuvre conception. Et si je fais le bilan sur les années 2022-2024, on a sorti environ 2000 dossiers sur les DTG et 600 environ sur la maîtrise conception. Donc, globalement, on est sur la bonne voie. Alors là, je parle sous contrôle du secrétaire général de l'ANA. Dire que bon, les règles du jeu ont un peu changé. Hein, pour désormais, c'est plus tout à fait les mêmes paradigmes. On s'adapte et on a adopté un budget de la métropole du Grand Paris qui vise à sanctuariser toutes nos aides dans la période qui vient. Et donc, on va essayer non seulement de continuer, mais d'accentuer l'effort pour la rénovation, parce qu'on est bien conscient que dans le champ de l'environnement, c'est un des gros leviers d'intervention pour assurer la transition énergétique. Dernier mot là-dessus, et je veux pas polémiquer, mais quand même la France est en retard. Hein. L'objectif de 900 000 rénovations à horizon 2030, c'est dans peu de temps. Je suis pas sûr qu'on soit sur cette trajectoire-là. Hein. Et quand les chiffres 2024 ne sont pas très satisfaisants,
de ce point de vue. Donc je pense qu'il y a un effort à faire en matière de rénovation thermique. Et concernant la précarité énergétique, moi j'ai été maire pendant 20 ans, donc j'ai présidé à ce titre un conseil communal d'action sociale. Dans les dossiers des particuliers qui arrivent dans les CCAS, il y a énormément de sujets qui recoupent la question de la précarité énergétique, des gens qui ne peuvent pas payer, qui ne peuvent pas payer avec tout ce qui s'ensuit au bout d'un certain temps, puisque c'est jamais impunément qu'on ne paye pas des factures. Donc on a vraiment ce sujet qui est encore devant nous et qui concerne des milliers et des milliers de personnes. Et comment vous voyez la possibilité d'accélérer justement spécifiquement sur cette question de la rénovation des passoires thermiques? Je crois qu'il faut cibler sur les passoires thermiques. Je souscris tout à fait aux propos de Jacques Baudrier, d'aider vraiment sur les F et sur les G, parce que c'est là qu'on a vraiment besoin de faire porter l'effort. Ensuite, avec la modification donc des règles, la métropole du Grand Paris a passé des accords en pacte avec ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux. Il faut savoir que dans le territoire de la métropole, il y a des intercommunalités qu'on appelle les territoires, les EPT, établissements publics territoriaux. Un qui a un statut un peu particulier, c'est la ville de Paris. Mais hormis la ville de Paris, il y en a 10 autres, donc il y en a 11 au total. Donc nous avons un contrat particulier avec 3 d'entre eux. 2 sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est le territoire plein d'envol entre Roissy et le Bourget, Est-Ensemble. C'est la côte ouest de Paris, la côte est de Paris et la côte ouest de la Seine-Saint-Denis, et dans les Hauts-de-Seine avec Paris-Ouest La Défense. Mais nous avons aussi un accord particulier avec l'APC sur le territoire parisien. Et concernant les 7 autres qui n'ont pas contractualisé, les portes sont ouvertes. On est prêt, en acceptant qu'ils aient la maîtrise d'ouvrage de leurs opérations, de travailler avec eux pour les aider à participer aussi à l'effort de rénovation énergétique. Voilà, donc c'est ce qu'on va se mettre en perspective pour les années qui viennent, sachant qu'il y a quand même beaucoup de travail encore à réaliser. Oui, c'est vrai. Alors, je vais passer la parole à Fatoumata Koné, donc présidente de l'Agence parisienne du climat et également présidente du groupe Les écologistes au Conseil de Paris. Bonjour. Voilà. Fatoumata, on a évoqué les politiques publiques ambitieuses qui ont été mises en place par la ville de Paris, notamment donc alors concrètement pour l'Agence parisienne du climat qui est l'espace France Rénov à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se traduit cette dynamique sur le terrain auprès des copropriétés et auprès des professionnels? Alors, la dynamique est très bonne et très belle parce que, en fait, désormais, ce sont 40% des immeubles de copropriété qui sont en contact avec l'Agence parisienne du climat. C'est conséquent comme chiffre. Et notamment, pour vous citer quelques exemples, rien que l'année dernière, ce sont 4500 immeubles qui se sont inscrits sur notre outil Coach CoPro, présenté en introduction par Karine tout à l'heure. Et ça représente près de 100 000 logements. À l'échelle parisienne. C'est réellement conséquent. Alors, effectivement, tout ça, ça signifie qu'il y a du travail. Ne serait-ce que encore l'année dernière, en 2024, ce sont 50 000 logements qui ont engagé un DTG. Et ça signifie que c'est 5 fois plus que, en 2 ans. On peut imaginer, en fait, la dynamique sur le secteur. Alors, je le disais, ça fait beaucoup de travail sur les différents acteurs. Moi, ça me permet aussi de remercier toutes les équipes de l'Agence parisienne du climat. Dan l'a fait tout à l'heure et en tant que présidente, je m'en voudrais de ne pas le faire également. De remercier toutes les ALEC parce qu'en fait, effectivement, il y a aussi une dynamique particulière à Paris, mais aussi une dynamique nationale, donc toutes les ALEC de la métropole du Grand Paris notamment, et tous les différents acteurs de terrain. Alors je vais en profiter, puisqu'on est à la ville de Paris, de remercier tous les agents de la direction du logement et de l'habitat, notamment à l'échelle parisienne, à l'échelle métropolitaine. Je vais remercier les équipes de Solia et d'Urbanis qui sont engagés dans tout ce travail-là, et puis en fait tous les techniciens et les professionnels, parce que la particularité de l'Agence
l'Agence parisienne du climat, c'est que nous avons la chance d'accompagner les citoyens et les citoyennes, mais travailler aussi et d'accompagner tous les professionnels du secteur. Et c'est aussi l'occasion justement de ce forum aujourd'hui de faire en sorte que tout ce monde se rencontre, tout ce monde échange des bons procédés, qu'on puisse alerter et puis en fait valoriser tout le travail sur le secteur de la rénovation énergétique du bâtiment. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est, je vais aussi remercier, un acteur très important qu'on ne remercie pas suffisamment. Ce sont les syndics de copropriété qui sont souvent mal vus dans le secteur et qui, sur le secteur de la rénovation, font un gros travail pour sensibiliser les copropriétés, pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens. Et en tout cas, à l'échelle de l'Agence parisienne du climat, on voit que leur travail est précieux. Je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que c'est déjà, je suis déjà très bavarde. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Il y avait juste une autre question que je voulais te poser. C'est le fait que, on a parlé tout à l'heure du fait que la rénovation avait plutôt concerné dans un premier temps des copropriétés qui étaient construites après-guerre. Donc on a un vrai enjeu à aller chercher des publics qui sont plus difficiles à convaincre et qui sont dans ces passoires thermiques justement. En quoi c'est un enjeu majeur et comment ça se traduit en réalité de terrain? Alors, tu l'as dit, Karine, dans ma présentation, je suis aussi présidente du groupe écologiste de Paris et en tant qu'écologiste, ce sujet me semble important. En fait, l'écologie, c'est aussi la justice sociale et la justice climatique. Et ce qu'on veut dans ce travail, dans ce travail autour de la rénovation énergétique, c'est que tout le monde puisse être embarqué et c'est surtout que tout le monde puisse en bénéficier et pas uniquement les gens qui ont les moyens de le faire. Et c'est aussi la raison pour laquelle, ça a été cité avant moi, la lutte contre la précarité énergétique est au cœur du travail que nous menons à la ville de Paris, à la métropole du Grand Paris et en fait en tant qu'élu local. On a parlé justement de ces immeubles classés G. À Paris, c'est quand même 90% des immeubles classés G qui ont été construits avant 1948. L'objectif, comme je le disais, c'est d'embarquer tout le monde et de convaincre notamment les propriétaires bailleurs. C'est plus facile pour les propriétaires occupants parce que tout de suite, ils savent qu'ils vont pouvoir bénéficier de cette rénovation et notamment sur les factures énergétiques. C'est plus compliqué au niveau des propriétaires bailleurs de les convaincre que cette rénovation qui est, on peut le comprendre, assez anxiogène, ça met plusieurs années, c'est cher, que ça va bénéficier certes à leurs locataires, mais aussi ça va leur bénéficier sur le long terme parce que ça participe au bon entretien de leur logement. Donc la lutte contre la précarité énergétique, c'est un point clé pour que les rénovations énergétiques puissent continuer à être accélérées et qu'on puisse répondre à nos objectifs hyper ambitieux sur notre territoire. Et selon toi, quels sont les leviers qui permettraient d'accélérer justement cette rénovation des passoires thermiques? Alors, il y a plusieurs leviers. Mes camarades, mes collègues en ont parlé entre autres avant moi. Moi, je veux déjà saluer le fait que y ait eu un maintien. Qu'il y a un maintien des financements, mais je veux aussi alerter parce que, bien évidemment, on est conscient que, et je le disais, la rénovation énergétique, ça coûte cher. Et ça coûte cher, mais ça répond à nos ambitions de transition écologique. Néanmoins, on le voit et on le constate régulièrement et quotidiennement, le gouvernement a tendance à s'engager et ça, on va avoir besoin effectivement de convaincre le gouvernement d'aller plus vite, plus fort et surtout de s'engager financièrement. Les collectivités, les différents territoires s'engagent. Jacques l'a dit, c'est quand même 200 millions d'euros par an engagés par la ville de Paris, notamment par le biais d'Éco-Rénovons Plus. Mais y compris, on est conscient que la situation budgétaire actuelle est complexe pour tout le monde, y compris les collectivités et notamment la ville de Paris, qui peut avoir aussi cette tendance à vouloir faire des économies notre objectif en tant qu'élu sur ce sujet-là, c'est de faire en sorte que ces budgets soient sanctuarisés parce qu'elles répondent notamment donc à nos objectifs de transition écologique, mais aussi elles répondent à un objectif de confort et de mieux vivre pour les citoyennes et les citoyens. Une autre proposition que je fais aussi, c'est que il est nécessaire de faire en sorte, et pour nous permettre de répondre à ces objectifs, il va être nécessaire davantage de faire en sorte que dans toutes les logiques, on permette et on
j'ai envie de dire presque oblige les citoyennes et citoyens à aborder cette question de rénovation à l'échelle de l'immeuble et puis à l'échelle du logement. On a aussi encore des citoyennes et citoyens qui ont tendance à croire que entamer une rénovation uniquement à l'échelle de leur logement va être plus simple, moins cher peut-être, et puis en fait plus efficace pour elles et eux. C'est un vrai frein. C'est un vrai frein à l'échelle de la ville de Paris, et je pense que c'est un vrai frein à l'échelle des territoires. Et moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est une proposition que nous faisons avec l'Agence parisienne du climat, c'est de faire en sorte que les DPE ne soient plus envisagés, diagnostiqués à l'échelle du logement, mais plutôt à l'échelle des immeubles. Et ce qui va nous permettre, en plus, de travailler plus rapidement, plus facilement sur la rénovation énergétique de ces fameux immeubles G dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. Vincent Feuillette, vous êtes secrétaire général de l'Agence nationale de l'habitat en charge du pilotage stratégique. Et on a abordé la très forte dynamique sur la rénovation énergétique des copros à l'échelle parisienne et métropolitaine. Est-ce que vous observez la même tendance sur le territoire national ? Merci tout d'abord pour votre accueil. Et effectivement, j'entends les différents constats des élus. On constate bien évidemment la même dynamique au niveau national. On constate que ce qui a été mis en place depuis 2020 et renforcé en 2024, en particulier pour les logements individuels, porte ses fruits, et que la dynamique incitative qui est portée conjointement par l'État et par les collectivités, parce que les collectivités sont aussi présentes, et en particulier sur l'Île-de-France, fonctionne, et la dynamique est au rendez-vous. On voit une très forte croissance en 2024 sur les demandes d'aide par rapport à 2023, ce au national comme sur le périmètre de la métropole du Grand Paris. Et les dynamiques qu'on voit sur le premier trimestre de 2025 sont aussi très très favorables. On va publier dans pas longtemps là le bilan sur le premier trimestre, et on constate que les ménages s'engagent, les copropriétés s'engagent aussi énormément. On a eu 55 000 copropriétés qui se sont engagées dans le dispositif MPR Copro l'an dernier, et par rapport aux sujets de précarité qui sont évoqués, sur le dispositif du parcours accompagné qui vise à accompagner les rénovations globales au niveau national, on a nous une très très grande majorité des dossiers qui sont sur des passoires énergétiques, des DPE qui sont en dessous de FG, et sur les copropriétés, on est conscient de l'enjeu des complexité technique d'accompagner des copropriétés qui sont plus anciennes que celles des années 70, qui ont été un petit peu la facilité à engager au début. Il y a des dispositifs qui se mettent en place. Il y a l'expérimentation petite copropriété qui a été mise en place l'an dernier, qui va mettre du temps à se déployer, parce que tout ça se fait dans le temps long des copropriétés aussi, qu'on connaît, mais qui permet de répondre à un certain nombre d'enjeux qui ont été évoqués, et qu'on espère voir croître rapidement pour répondre aussi à ces problématiques. Et on a vu avec la nouvelle réglementation sur la location des passoires thermiques que il y a de nombreux bailleurs qui se sont manifestés, qui sont venus, en tout cas nous on l'a vu au niveau de l'APC, et ces bailleurs ils étaient absents il y a 5 ans, donc il y a vraiment un mouvement fort qui a été lancé. Aujourd'hui il y a justement cet enjeu d'inciter les copros en étiquette G à se lancer dans des projets de rénovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec les collectivités justement sur ce sujet-là ? Complètement. On travaille avec les collectivités réellement au quotidien. L'action de l'Agence nationale de l'habitat, c'est toute la partie aide financière qu'on évoquait, mais c'est aussi tout le travail d'ingénierie qu'on mène au quotidien avec les collectivités, en particulier à travers le déploiement de la marque France Rénov, les espaces conseils France Rénov, dont l'APC est le représentant effectivement pour la ville de Paris. Et comme vous l'évoquiez, les règles ont un petit peu changé en 2025 avec la mise en place d'un nouveau pacte entre l'État et les collectivités, les pactes territoriaux du service public de la rénovation de l'habitat, qui visent à renforcer les moyens des collectivités aussi pour porter des stratégies locales sur cette question de l'habitat, qui doit être prise en main par les collectivités. Tout à l'heure, on évoquait les ALEC, mais au-delà des ALEC, c'est vraiment ces acteurs de terrain qui doivent être en premier lieu porteurs de la stratégie, parce que c'est eux qui sont au contact, au final, des habitants de leur territoire, pour porter en particulier des actions d'aller vers, pour inciter les ménages à
entrer en contact avec leur espace conseil France Rénov et s'engager demain dans des opérations de rénovation énergétique. Donc là-dessus, nous, on travaille en particulier à accompagner des expérimentations, identifier des outils qui sont utilisés sur certains territoires et pas sur d'autres, créer du partage d'expériences. On porte également au niveau de l'agence des expérimentations en propre, typiquement des choses qu'on fait avec la Poste, par exemple, pour mettre à profit les postiers, faire du porte-à-porte, aller voir les gens en contact direct avec un acteur qui a une image de tiers de confiance, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là sur la rénovation énergétique qu'on n'a pas évoqué, qui est un enjeu quotidien aussi pour nous, de continuer à rassurer et à créer la confiance et la maintenir. Et on a vocation à continuer à partager ça, en tout cas avec les territoires, pour les accompagner dans la structuration et la montée en puissance des politiques locales. Très clair. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions-réponses. Bonjour. Oui, vous avez expliqué qu'il fallait centrer les aides sur les passoires thermiques, FG, mais que le système n'était pas tout à fait prêt parce que le delta entre les aides et la rénovation à 80 ou 100 000 euros par logement, c'était pas encore prêt. On fait un appel à l'État pour qu'il se bouge. Est-ce que ça veut dire que quand on est dans un tel immeuble, il vaut mieux attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que les systèmes se mettent en place, ou est-ce qu'il faut se lancer maintenant? J'avais aussi une autre question. Quand vous annoncez des chiffres de 80 à 100 000 euros par logement, est-ce que vous faites référence à une surface moyenne de 50 à 60 mètres carrés ou est-ce que c'est tout logement confondu? Enfin, comment vous faites? Évidemment, il faut pas attendre, hein. N'attendez pas. Mais nous, en tout cas, on voit. Je voudrais d'ailleurs insister en réaction à ce que dit Monsieur Feuillette sur le système, l'expérimentation petite copro. On est, et ça c'est l'adjoint au logement qui parle, à l'échelle, je réunissais tous les acteurs de l'immobilier privé à l'échelle de Paris, la présidente de particulier à particulier, les dirigeants de Sologer, etc. On est aujourd'hui dans l'interdiction de relocation des G et l'inadéquation avec les aides qui ne sont pas suffisantes fait qu'on devrait perdre de ce fait au moins 10 000 logements supplémentaires à Paris transformés en logements vacants et 30 à 40 000 à l'échelle de l'Île-de-France. Donc c'est près de 80 000 personnes qui risquent de se retrouver sur un domicile fixe en plus en Île-de-France. Donc voilà, je vous alerte sur l'urgence d'ici la fin de l'année et autant l'an prochain. Donc voilà, le dire on se donne un dispositif, on va attendre, on n'est pas du tout à l'échelle du problème. Donc le premier sujet, donc le sujet de l'augmentation des aides, nous on demande de façon absolument urgente. Hein, voilà, donc j'ai rencontré le cabinet du ministre des Finances qui a été attentif à nos arguments il y a quelques semaines. Je vais voir la ministre là. Donc c'est vraiment une urgence totale, très très vite, sans attendre le dispositif qui a du sens, mais voilà, qui est pas, étant donné l'urgence qu'il y a à remettre, à que ces logements ne sortent pas du marché, à ce que les propriétaires s'engagent dans le processus de rénovation. On n'est pas du tout dans le pas de temps. Hein, voilà, 200 000 SCF de plus, vous voyez, c'est pas, on n'est pas à l'échelle du tout. Et donc n'attendez pas à rénover, parce que si vous allez rénover, vous allez garder des logements sur le marché. Au vu de la crise du logement insupportable, terrible qu'on a, on parle de disparition du parc locatif privé à Paris. Hein. On commence à en parler, les acteurs du parc, c'est qu'il n'y en ait plus du tout d'ici quelques années. Et je me permettrai, alors c'était pas votre question, mais d'insister sur le fait. Et je pense que auprès de monsieur le secrétaire général de l'ANA, sur la question des logements vacants, des résidences secondaires, parce que ça ne coûte rien. Aujourd'hui, dans le parc privé à Paris, il y a 28% des logements qui sont des résidences secondaires et des logements vacants. Dans le parc des logements G, ce chiffre doit excéder 40%. Donc, l'augmentation et ces ratios sont à Paris, mais dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les zones touristiques, ce qui fait une grande partie des zones tendues, c'est les mêmes ratios, ça augmente à toute vitesse et c'est un frein massif à la rénovation. Donc la question de la fiscalité sur les résidences secondaires et logements vacants, qui rapporterait entre 1 et 2 milliards d'euros au budget de l'État, ça coûte pas, ça rapporte, hein, est vraiment un frein immense à la rénovation. Donc voilà, je vous alerte qu'il y a vraiment un sujet et au vu de la crise du logement, et on voit bien que la remise en cause des aides-de-feu, il y a beaucoup d'attaques pour toutes les mesures que nous soutenons dans notre majorité. Fatoumata et Dan sont d'accord avec moi pour dire que voilà, faut surtout pas arrêter les aides-de-feu, faut surtout pas remettre en cause la loi climat résilience, mais il faut créer les conditions qu'elle s'applique de bonne façon. Et là, on a vraiment, et la question de
les trop faibles financements pour les classes G, c'est un gros frein, mais la prépondérance, et c'est pas vrai qu'à Paris, je représente Paris dans l'association des collectivités contre les logements vacants, c'est vrai y compris en zone rurale, y compris dans toutes les autres grandes villes, la question du frein que constituent les logements vacants en résidence secondaire pour la rénovation énergétique, parce que le propriétaire de résidence secondaire ne veut jamais mettre de l'argent pour rénover, et ben quand ils sont majoritaires dans une copro, tous les autres sont prisonniers. Donc vraiment faire évoluer cette fiscalité, ça rapporte de l'argent à l'État, ça coûte d'investir plus pour financer les G, mais c'est au moins aussi important. Donc je me permets d'insister, et au vu des chiffres qu'on a sur l'évolution de l'immobilier privé, c'est un appel au secours. Voilà. Monsieur Guiraud, en particulier, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous parliez d'une sanctuarisation des aides prodiguées par la métropole du Grand Paris pour, dans un premier temps, dans un projet pour le financement du DTG, dans un second temps pour le financement de la maîtrise d'œuvre conception, ce financement, cette aide plutôt, à ma connaissance, a été mise en suspens à l'automne dernier. Les 10 000 euros d'aide de subvention qui étaient prodigués par la métropole du Grand Paris pour aider à financer cette mission de maîtrise d'œuvre conception pour toutes les copropriétés qui étaient engagées de cette manière n'existe plus pour l'instant. J'ai entendu dire que dans le second semestre de cette année 2025, à partir de juillet, cela serait reconsidéré. Que pouvez-vous en dire? Y a-t-il une chance que ces 10 000 euros soient à nouveau prodigués à ces entreprises, à ces copropriétés qui entreprennent cette mission de maîtrise d'œuvre, qui ont contacté, comme la mienne, c'est notre cas chez nous, dans le 13e arrondissement, qui ont fait voter tout récemment, en ce qui nous concerne, une mission de maîtrise d'œuvre, qui ont sorti l'argent nécessaire pour le financer, pour le rémunérer, mais qui n'ont à cette heure pas l'occasion de recevoir les 10 000 euros d'aide qu'ont reçu des copropriétés les années précédentes. Alors, lorsque j'évoquais ce deuxième volet avec l'aide à la maîtrise d'œuvre conception, c'était dans le cadre du bilan 2022-2024. Mais vous avez raison, et c'est un sujet qui va être examiné en bureau de la métropole pour déterminer l'avenir de ce type d'aide. À titre personnel, je souhaite que l'on reprenne et qu'on identifie les copropriétés qui en ont besoin. Et d'ailleurs, je parle d'identification. On travaille actuellement avec le Centre scientifique et technique du bâtiment et l'atelier parisien d'urbanisme pour un service public des données énergétiques afin d'avoir une meilleure connaissance du parc de passoires thermiques sur le champ métropolitain. Donc ça, c'est quelque chose qui va voir le jour et je pense que ça sera un outil tout à fait intéressant pour la suite des opérations de rénovation énergétique. Et je me joins aux propos qui ont été ceux de tous mes collègues ici présents sur véritablement la nécessité de ne pas laisser tomber, au contraire de renforcer. Je veux dire, qui veut la fin veut les moyens. Si on veut arriver à progresser pour la bifurcation écologique, pour un environnement plus satisfaisant pour les générations futures, il faut effectivement non seulement ne pas renoncer, mais donner toutes ces chances à la ZFE, ne les a pas eues jusqu'à présent. De la même manière, je pense que sur la question de la rénovation des bâtiments, la question de MaPrimeRénov' est posée. Il y a eu des coups de rabot successifs. Le premier par Bruno Le Maire il y a plusieurs mois, le second plus récemment par Valérie Létard. Je crois que c'est pas une bonne chose et que c'est vraiment un bouger qui va dans le mauvais sens. Donc je crois qu'effectivement, il faut que l'État, que tout le monde prenne ses responsabilités. On est tous responsables. Nous, on essaie de prendre les nôtres. L'État n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous, mais comme le pire n'est jamais certain, je pense qu'il peut y avoir là aussi des bougers, une prise de conscience que dans le domaine de la qualité de l'air, de la rénovation énergétique, eh bien, il faut renouer avec les voies de l'efficacité. Je veux bien intervenir également. Merci Daniel pour ta réponse. Et ça va dans le sens de mon intervention quand je le disais que les différents territoires sont dans des difficultés budgétaires.
toutes les collectivités, les différents territoires sont tentés de faire des économies d'échelle, et notamment, c'est souvent les sujets écolos, et notamment donc la rénovation énergétique qui peut trinquer. Moi, je suis moi-même élue métropolitaine. Je regarde Jacques. On est nombreuses et nombreux à être mobilisés sur cette question et plaider pour que la métropole rétablisse ses aides. Donc, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour faire le travail, en espérant que ces aides soient rétablies le plus rapidement possible et dès cette année en 2025. Bonjour. Moi, je voulais savoir, concernant le dispositif expérimental Ma Petite Copro, est-ce que les critères d'éligibilité, il y a une perspective qui soit élargie, parce que là, actuellement, en fait, c'est toujours limité à un secteur protégé, qu'il faut qu'il y ait une OPAC, une POPAC, ou enfin que le secteur soit protégé. Et donc, du coup, ça limite quand même énormément le nombre de copropriétés, de petites copropriétés qui peuvent y faire appel. Et quand on voit les DPE qui sont quand même standardisés, dans 90% des cas, on leur conseille d'installer une PAC, de faire une ITE, ce qui n'est pas possible dans 90% des cas pour les petites copropriétés. Et donc voilà, et trouver des solutions en fait autres que pour certaines petites copros qui sont dans des secteurs particuliers, et l'ouvrir potentiellement à tout le monde. Je voulais savoir si c'était dans les tuyaux. Merci de votre question. Effectivement, cette ouverture, c'est règle dérogatoire en fait pour l'éligibilité à MPR Copro pour des copropriétés de moins de 25 lots. Elle est ouverte aujourd'hui en lien avec les collectivités qui souhaitent porter ce dispositif dans le cadre d'opérations programmées de renouvellement urbain ou pour des copropriétés en difficulté, ou dans le cadre d'un plan opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés. Pour l'instant, on s'en tient à ce périmètre-là. Parce qu'on a, c'est une ouverture qui est quand même assez forte par rapport aux règles d'usage de MaPrimeRénov' copropriété, et avant d'ouvrir au-delà de ces périmètres-là, qui sont en fait des périmètres sur lesquels la politique est maîtrisée et suivie par les collectivités territoriales. C'est pour ça que le choix a été fait de le périmétrer de cette manière-là aujourd'hui. Et l'extension, elle pourra s'envisager à partir du moment où on aura un retour d'expérience suffisant pour juger de la qualité des opérations qui auraient été menées dans ce cadre-là, quoi. Bonjour, oui, je suis AMO conduite d'opération, donc professionnelle, et je voulais dire que cette question des petites copropriétés est fondamentale, puisqu'en fait toutes les étiquettes F et G à Paris sont en général de petites copropriétés, et donc c'est très compliqué de lancer un projet de réno global quand on n'a pas d'aide à la maîtrise d'œuvre ou très faiblement, et de l'aide AMO qui est insuffisante, parce qu'il faudrait vraiment une AMO complète de conduite d'opération et pas seulement une AMO d'ingénierie financière, parce qu'il faut vraiment accompagner de A à Z une copro pour qu'elle puisse vraiment arriver à lancer et à réussir le projet, voter les travaux. Parce que souvent, les copros font des études, mais n'arrivent pas à voter ces travaux. Donc, c'est l'indispensable accompagnement. Non, le message est passé, et complètement d'accord sur le fait que, effectivement, ce sont des projets qui sont complexes et qui nécessitent d'être accompagnés. Donc, c'est un passage de relais. C'est aussi notre rôle en tant qu'ALEC, en tant qu'agence parisienne du climat. C'est le travail que nous faisons au quotidien, et en plus en collaboration, comme je le disais, avec les syndics de copropriété. Nous, notre travail, c'est effectivement d'accompagner les copropriétés de A à Z jusqu'à la fin de la rénovation. On sait que c'est complexe, on sait que c'est long. Ça met en moyenne 5 à 7 ans de rénover toute une copropriété, et c'est un challenge parce que ça coûte cher. Donc l'objectif, c'est de convaincre tout le monde, et puis aussi de faire en sorte que tout le monde reste convaincu jusqu'à la fin, pour pouvoir ensuite bénéficier de tous les apports et tous les bénéfices de ces rénovations. Alors, bonjour, oui, vous m'entendez, Rémi Doucet, architecte. Je voudrais savoir, pour l'Ordre des architectes d'Île-de-France, si les dispositifs d'aide à la maîtrise d'œuvre et au DTG vont être étendus éventuellement au niveau national, ou est-ce que c'est vraiment chaque territoire qui décide de l'octroi de ces aides à la maîtrise d'œuvre et aux études? Est-ce que l'ANA a dans les tuyaux, ou a eu l'idée éventuellement de souscrire à ces aides? Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises sans avoir les détails de mes collègues, mais je crois pas me tromper en disant que actuellement, dans le cadre de MaPrimeRénov' Copro, les frais de maîtrise d'œuvre peuvent être intégrés à l'assiette de travaux qui est subventionnée. Alors je me trompe.
En tout cas, les dispositifs qui sont portés par des collectivités d'aide aux études à l'ingénierie, il n'y a pas aujourd'hui d'études pour les étendre au niveau national. Et c'est historiquement comme ça que ça fonctionne, hein, d'autant plus sur ce qu'on appelle les aides à la pierre, donc les aides déléguées au territoire, où il y a une liberté laissée au territoire d'apporter en complément, soit sur les aides de travaux et soit effectivement sur l'ingénierie, comme ce qui est fait sur le territoire de la métropole. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste proposer à notre panel d'intervenir s'il y a une dernière remarque que vous voulez formuler. Je crois que Dan a un sujet à évoquer. Oui, peut-être un dernier point qui n'a pas forcément été abordé au cours de notre échange, mais je crois que si on veut vraiment accélérer et massifier finalement la rénovation énergétique sur le territoire parisien, il y a aussi un autre point qui est un peu aussi un appel à l'État qui concerne pas l'ANA sur la question des financements, même si je souscris à tous les propos qui ont été tenus ici sur l'appel à rehausser les financements pour nous permettre d'accélérer la rénovation énergétique. C'est un point qui concerne spécifiquement le territoire parisien, mais peut-être aussi d'autres grandes villes en France. C'est la question des architectes des bâtiments de France. On a aussi beaucoup de projets de rénovation énergétique qui sont, on va dire, freinés pour les copropriétés et les copropriétaires par l'avis des architectes des bâtiments de France. Et c'est assez normal puisque dans les missions des architectes des bâtiments de France, c'est pas tellement la salubrité des logements ou l'habitabilité des logements qui est directement dans leur mission, mais c'est plutôt les aspects patrimoniaux et les aspects esthétiques. Et c'est vrai que on a vraiment besoin que la transition écologique, que la rénovation énergétique des bâtiments deviennent une des priorités des architectes des bâtiments de France, qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture. Et la ville de Paris a fait une contribution au plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié par la ministre de la Transition écologique en mettant l'accent sur cette nécessité impérative que soit intégrée à la feuille de route des architectes des bâtiments de France cette question de l'habitabilité des logements. On parlait tout à l'heure de la perspective qu'il fasse 50 degrés sur le territoire parisien. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Et donc que ces aides soient mieux ciblées, qu'elles soient rehaussées au niveau des financements, mais aussi que les architectes des bâtiments de France intègrent pleinement. Et je crois qu'il y a eu une réunion ce matin qui était très positive sur cette question-là, c'est-à-dire l'intégration de ces enjeux de protection des habitants face aux canicules soit intégrée pleinement, que les architectes des bâtiments de France autorisent plus vite mais plus rapidement un certain nombre de projets. Il faut accepter à Paris que le paysage parisien change, y compris sur les toits, y compris par la pose de volets, de rafraîchissement passif, que sont aussi les projets de rénovation énergétique, pour qu'on puisse aller plus vite et protéger la santé de tous les habitants du territoire parisien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Vincent Feuillette nous a dit une phrase importante, que ça augmentait, et c'était une très bonne nouvelle. C'est que il y a une très forte augmentation à Paris, encouragée par l'aide que nous avons engagée avec Dan, Éco-Rénovons Paris Plus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais l'autre très bonne nouvelle, c'est que ça progresse partout en France aussi. Et alors, c'est une très bonne nouvelle, mais il y a une autre question que ça impose, c'est est-ce que les financements de l'ANA vont être suffisants pour répondre à ces demandes ? Et je crois qu'il faut se le dire. Cette année-là, on est à la croisée des chemins. On est la mise en œuvre de l'interdiction de relouer léger avec des mesures urgentes qu'on appelle au niveau de l'État, des mesures qui rapportent de l'argent à l'État, c'est-à-dire mettre une fiscalité sur les résidences secondaires qui me semble à mon avis indispensable pour rénover léger, puisque ils sont quasi majoritaires parmi les DPEG à Paris. Il y a plus de financement léger. Et puis il y a aussi la question du financement global de l'ANA, parce que l'augmentation de ces demandes va faire que, moi je me suis laissé dire par de nombreux observateurs qui connaissent bien le dossier, pour dire les choses sans citer évidemment de nom, mais qu'il faut abonder de façon très importante d'ici la fin de l'année les autorisations d'engagement de l'ANA, c'est les crédits de paiement des années à venir. Autrement, on ne pourra pas répondre à l'ensemble de ces demandes de rénovation. C'est plusieurs milliards d'euros d'augmentation, d'autorisation d'engagement à trouver dans l'année. Donc il y a vraiment un sujet, on est à la croisée des chemins. Nos propositions, c'est que par exemple les C2E, d'autres aides soient réformées et abondées au budget de l'ANA, ça serait 4 milliards d'euros en plus, et de trouver des recettes dédiées, comme ça a été trouvé dans le recette des transports, par exemple des DMTO en plus sur les résidences secondaires, comme c'est fait dans tous les pays d'Europe, sauf en France. Voilà, on est le seul à pas avoir une fiscalité comme ça. En tout cas, le sujet des crédits apportés à la rénovation énergétique au niveau national, vu qu'il y a une augmentation de la demande, une urgence climatique totale,
et que cette demande augmente, et c'est la très bonne nouvelle que nous a donnée notre interlocuteur aujourd'hui, c'est vraiment cette année qu'on est à la croisée des chemins et qu'il faut des décisions politiques fortes, parce que le pire des scénarios sera un abandon de la loi climat-résilience et un recul des systèmes d'aide de l'ANA par manque d'abondement financier. Donc voilà, je voudrais insister sur le fait que voilà, 2025 n'est pas une année comme une autre pour la rénovation énergétique. C'est l'année où on prend les décisions au niveau national pour vraiment s'engager ou pas. Je vais aller dans le sens de Jacques et parler encore finance en fait et plaider pour à minima la sanctuarisation des budgets dédiés à la transition écologique et surtout à la rénovation énergétique du bâtiment. On est des acteurs de terrain et on le voit on en parlait avec la métropole, dès qu'une aide est réduite ou supprimée, on voit que ça a un impact concrètement sur l'évolution des rénovations puisqu'en fait elles sont freinées, elles sont réduites alors que en fait l'accélération est indispensable et nécessaire. On le dit, nos objectifs sont ambitieux et en fait tout le monde va pouvoir en bénéficier. Donc je plaide dans ce sens-là en direction de l'ensemble des territoires, de chacun des territoires, mais surtout au niveau national. Les aides sont indispensables. Nous, on va continuer à faire notre travail et continuer effectivement à plaider pour ce financement, mais surtout les sanctuariser et puis en fait qu'ils soient abondé à terme, et ça permet aussi de sécuriser l'ensemble des acteurs de terrain et en particulier les ALEC. C'est indispensable. Je ne vais pas parler finance, juste dire que dans le domaine des rénovations, je pense qu'on a encore une marge de progression sur la dimension écologique d'une rénovation, c'est-à-dire qu'on ne pense pas assez, en tout cas pas spontanément, dans le cadre de rénovation, sur l'hypothèse d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, de pouvoir, là où c'est possible, installer des panneaux photovoltaïques pour pouvoir approvisionner une partie de la dépense énergie des parties communes par le photovoltaïque, de désimperméabiliser les sols, enfin toute une série d'items qui participent à mon avis de ce que doit être maintenant une rénovation durable et qu'on ne se posait pas il y a encore quelques années. Je crois qu'il faut qu'on ait un effort là-dessus d'imagination et ensuite il faudra que les textes s'adaptent à ce genre de problématiques. Alors, il faut que les textes s'adaptent et je peux dire que les événements s'adaptent déjà puisque donc justement le Forum Habité Durable prévoit de pouvoir vous présenter des professionnels de ces secteurs-là, de la végétalisation, parler d'installation de panneaux photovoltaïques, du développement d'autres énergies renouvelables, la question des déchets. Donc, n'hésitez pas à aller voir les stands, vous allez trouver des corners spécifiques sur ces sujets-là. En conclusion, je voudrais juste rappeler qu'en fait, ce grand chantier de la rénovation énergétique dont on parle, il repose sur l'émergence de consensus et de collectifs d'habitants, donc des projets qui sont portés par des collectifs d'habitants. Ça veut dire que on a tous intérêt à s'engager dans nos conseils syndicaux notamment. Et puis, je voudrais rappeler également le fait que c'est le bon moment pour lancer des projets. Il y a des questions qui se posent évidemment sur la suite, mais aujourd'hui, on a vraiment des dispositifs qui sont quand même très incitatifs. On a des résultats qui montrent tous les bénéfices qu'apporte une rénovation énergétique globale, non seulement sur le confort d'hiver, mais aussi sur le confort d'été et la réduction des factures. Donc c'est le moment de vous lancer. Alors c'est vrai que la temporalité est longue, on parle de 5 à 7 ans en moyenne pour un projet de rénovation énergétique, mais c'est aussi une temporalité dont on a besoin, dont vous avez besoin pour mener des projets à bien, concevoir des projets qui sont portés par tous et pour mobiliser les professionnels. Et donc, même si le sujet peut paraître complexe, encore une fois, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et en premier lieu, les espaces Conseil France Rénov, les agences locales énergie climat et partenaires qui sont présents aujourd'hui. On organise de très nombreux événements pour vous permettre d'avoir une information fiable et à jour. Un peu plus de 150 événements chaque année. Donc, il y a plein de formats qui existent pour vous faire prendre connaissance de ces différents dispositifs. On va lancer donc aujourd'hui donc un podcast sur la rénovation énergétique. L'Agence parisienne du climat lance ce podcast aujourd'hui. Et puis le message que je veux faire passer, c'est que la rénovation énergétique, elle est possible dans tous les cas, donc sur toutes les typologies de bâtiments, même sur le bâti ancien, même sur le haussmannien. C'est important de le rappeler parce que on voit parfois dans les réunions publiques. Donc ce qu'on voit, c'est que les participants aux réunions publiques, donc le grand public
public monte en compétence sur les sujets de rénovation énergétique et c'est assez impressionnant parce que ça fait vraiment 2-3 ans que les choses changent. Et on voit aussi que parfois il y a encore des mouvements d'autocensure en se disant bon j'habite dans un bâtiment haussmannien, je vais pas pouvoir rénover. Si en fait adressez-vous à nous et aux professionnels, vous allez voir que des solutions existent et on les a évoquées tout au long de la journée. Et puis aussi, donc je termine avec ce mot d'enthousiasme pour vous inciter à lancer les projets, tout simplement parce que nous on le voit à l'Agence parisienne du climat, quand l'année dernière on avait 4 fois plus de diagnostics techniques globaux engagés que il y a 2 ans. C'est la première manifestation d'une vague de rénovation qui vient. On en a parlé de cette dynamique, mais très concrètement, ça veut dire que vous avez tout intérêt à lancer vos projets maintenant, parce que il va falloir même s'il y aura peut-être pas nécessairement 4 fois plus de projets qui vont se matérialiser, il y a quand même un taux de conversion qui augmente, même si on part d'un diagnostic technique global. Donc, ça veut dire aussi potentiellement un allongement des délais, les prix qui augmentent, il va falloir former les talents, il y a des enjeux importants derrière cette grande augmentation. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à lancer les projets dès que possible et avec un bénéfice que vous sentirez encore une fois au niveau des factures, au niveau du confort d'habiter. Donc voilà, on est à votre disposition. La porte d'entrée, donc Coach CoPro pour les premiers pas dans la rénovation énergétique, et puis tous les professionnels qui sont là. Et comme vous l'avez vu, vraiment je pense un front assez commun sur les porteurs des politiques publiques pour faire en sorte que les moyens soient là pour engager et pour poursuivre ce mouvement. Merci à toutes et à tous. Je fais un rapide addendum juste pour être très clair sur mes propos parce que je viens de vérifier du coup. Les frais d'études, donc de maîtrise d'œuvre et de diagnostic et de SPS peuvent rentrer dans les dépenses de MaPrimeRénov' CoPro dans la limite du plafond en fait. Et vu que les travaux sont souvent supérieurs, je sais pas si ça vous aide, mais c'est un fait et c'est éligible. Voilà. Et sur les questions budgétaires, parce que je me sens obligé de dire quelque chose quand même, rappeler que le budget de l'ANA en 2025, il a non seulement été sauvegardé, mais il a été augmenté de 600 millions d'euros. C'est non négligeable. Et qu'il y a effectivement des questions de pérennisation qui doivent se poser au niveau politique. Et nous, on attend avec impatience les débats budgétaires parce qu'il y a un engagement politique fort à prendre au niveau de l'État et au niveau collectif pour effectivement sauvegarder, pérenniser et continuer à faire grandir cette politique que l'on soutient tous. Voilà, donc pour terminer, je remercie juste nos membres fondateurs, en l'occurrence la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la CPCU, EDF et Météo France, et qui nous permettent notamment d'organiser ce forum, ainsi que tous les professionnels qui sont mobilisés. Merci à toutes et à tous.